Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, on définit le gradient discret de phi xi de composante d mu phi xi est égal à 1 sur a phi xi moins phi xi plus mu. Pardon, plus mu moins phi xi. Où A est le pas du réseau. L'interaction entre plus proches voisins peut alors s'exprimer à l'aide de ce gradient. C'est donné par la somme sur I mu de 1 sur A carré phi xi plus mu moins phi xi au carré, c'est-à-dire la somme sur I des gradients discrets de phi xi au carré. Et on postule alors la forme suivante de l'hamiltonien de Ginzburg-Landau, AGL phi I est égal à A exposant D fois la somme sur I des 1/2 de 1/2 gradient phi I carré plus 1/2 R0T 1/2 R0 de T phi I carré plus 1 sur 4 factoriel U0 phi I 4. Notons que l'interaction ainsi définie ne semble pas être une interaction, elle semble être différente d'une interaction entre plus proches voisins, qui est plutôt du style somme des phi xi plus mu fois phi xi. Mais en fait, ça revient au même, parce que les termes en plus, qui sont du type somme des phi xi carré, conduisent simplement à redéfinir, ils peuvent être absorbés dans les phi carré ici, et donc ils conduisent simplement à redéfinir le paramètre R0 de T. Le facteur A exposant D, lui, est simplement choisi pour faciliter plus loin le passage à la forme continue. Insistons sur le fait que l'hamiltonien de Ginzburg-Landau n'est supposé décrire un système physique qu'au voisinage du point critique, et pas dans d'autres domaines. L'expression de la fonction de partition Z égale l'intégrale sur le produit de I égale 1 jusqu'à N des D phi I, pardon, de exponentielle moins A exposant D somme l'expression ici, montre bien que la relation entre l'hamiltonien de Ginzburg-Landau et la fonction de partition n'est pas la relation classique. HGL dépend de la température par l'intermédiaire de R0T, qui est le seul facteur qui varie rapidement avec la température, au voisinage de la transition. En toute rigueur, le nom de hamiltonien est abusif. Et tout ce qu'on peut juste affirmer, parce que c'est sur cette base-là qu'on est parti, c'est que exponentielle de moins HGLI, phi I, est la probabilité d'observer une configuration phi I donnée. Alors,
Ensuite, il est immédiat de généraliser les calculs que nous avons vus à une variable. On ajoute l'effet d'un champ magnétique et écrivons H pour alléger l'écriture au lieu de HGL. On obtient que Z égale l'intégrale du produit. Oh oui, il faut bien les défis. Produit de I égale 1 jusqu'à grand N de D phi I fois l'exponentielle de moins H phi I plus somme sur I dBi phi I. Et on cherche le maximum de l'intégrand, donc ça c'est pour appliquer la condition de Landau, l'approximation de Landau, on recherche le maximum de l'intégrand, c'est-à-dire BI égale l'intégrale égale la dérivée de l'hamiltonien par rapport à phi I en phi 0 avec phi I égale phi I 0. Ce qui définit un ensemble de valeurs phi I 0, phi A 0 jusqu'à phi grand N 0, de valeurs des phi où on a le maximum de l'hamiltonien. L'approximation de Landau permet alors d'obtenir l'énergie libre sous la forme W égale ln de Z égale moins H phi 0 plus somme des BI phi I 0 qui était et ainsi que l'aimantation M égale à dW sur dBi c'est-à-dire dH égale moins somme sur J dH sur D D phi J en phi J0 fois D phi J0 sur dBi plus phi I0 plus somme sur J dBj d phi J0 sur dBi. dBj, pardon. Et en utilisant la relation précédente, ceci donne simplement phi somme donne simplement phi I0. Et donc on trouve l'aimantation MI en chaque point, bien entendu. Et donc on trouve, comme précédemment, le résultat extrêmement simple que l'énergie de Gibbs gamma MI est égale à HMI. Cette relation n'est évidemment valable qu'à l'approximation de Landau. Et attention de ne pas confondre, dans une expression comme celle-ci, MI, qui est l'aimantation MI, qui est une valeur moyenne des phi I, et phi I, qui, elle, est une variable aléatoire. Le passage à grand N-C permet aussi de résoudre le problème qu'on avait signalé du minimum secondaire. En champ magnétique uniforme, pour simplifier le raisonnement, BI égale grand B, phi 0 égale phi 0, où phi 0 est la valeur trouvée dans le cas à une seule variable, on a W égale, puisqu'il y a N sites, moins N, grand N, H phi 0,
moins B phi 0. Comme n, lorsque grand N tend vers l'infini, la contribution éventuelle à l'énergie libre d'un maximum secondaire dans les expressions ici est du type exponentielle moins n exponentielle moins h, pardon. Et lorsque n tend vers l'infini, la contribution éventuelle à l'énergie libre d'un maximum secondaire est amortie d'un facteur, à cause du grand N ici, exponentielle moins Cn. Et donc, ce facteur secondaire est très fortement amorti et tend à s'annuler quand grand N tend vers l'infini. Du moins lorsque le champ magnétique est non nul. Sinon, les deux maximums de l'hamiltonien sont strictement identiques. La valeur de phi 0 et donc de m est non ambiguë. Et évidemment, si on change le signe de l'aimantation du champ magnétique, on a aussi un changement de signe de phi 0. On voit clairement le mécanisme de brisure de symétrie qui est à l'œuvre, où l'aimantation M0 positive en champ nul doit être définie par M0 égale limite quand B tend vers 0 plus, de limite quand N tend vers l'infini, de moyenne des phi I. Et l'ordre des limites est très important. En champ non nul, la limite infinie permet d'avoir une direction bien déterminée par le maximum, et puis après, on peut faire tendre le champ vers 0. Alors, voilà pour la formulation à n variables, mais en général, on ne conserve pas la forme de l'hamiltonien que nous avons donné, qui est l'hamiltonien de Ginzburg-Landau sur un réseau, parce que cet hamiltonien conduit parfois à des calculs lourds, un peu pénibles. Donc, on préfère généralement passer directement à une formulation continue, donc plus discrète. Xi varie alors dans tout l'espace occupé par le système physique et au lieu d'être restreint simplement au site du réseau. C'est-à-dire que Xi est remplacé par X. Et la variable de champ phi xi devient alors simplement une fonction du point X, phi de X. Comme on s'intéresse à la région critique, les fluctuations importantes ou une longueur d'onde qui est grande par rapport à A, le pas du réseau, la formulation continue devrait donc être équivalente à celle sur réseau. Dans ces conditions, le gradient discret peut être remplacé par le gradient ordinaire, qui en est une bonne approximation pour des longueurs d'onde grandes par rapport au pas du réseau, et l'hamiltonien devient à la limite continue HGL égale l'intégrale de D exposant grand dx, la dimension bien entendu, 1 demi gradient phi carré plus 1 demi R0t phi carré plus 1 sur 4 factoriel U0 phi 4.
La valeur A de D qu'on avait introduite dans la somme précédente permet de passer immédiatement d'une somme de Riemann à une forme intégrale. Toutefois, on garde quand même un souvenir de la définition initiale sur le réseau. Parce que sur le réseau, le vecteur d'onde K est limité par la condition de Brillouin. C'est-à-dire que, par exemple, moins pi sur A inférieur ou égal à Kx inférieur ou égal à pi sur A. Ou dans une direction donnée. Simple pour un réseau cubique, pour des réseaux de structures plus complexes, les conditions de Brillouin peuvent être plus complexes, il faut passer par le réseau réciproque, etc. Mais c'est le même principe. Il faut donc ajouter la précision suivante. Si phi de K, phi tilde de K, est la transformée de Fourier de phi de X, alors le vecteur d'onde K doit être limité par une coupure, grand lambda, avec norme de K, inférieure ou égale à grand lambda, qui est de l'ordre de pi sur A. Dans un problème de théorie quantique des champs, on y reviendra, bien entendu, où l'espace est continu, il n'y a pas cette limitation. C'est-à-dire que lambda tend vers grand lambda tend vers l'infini. Voilà, alors avec ce modèle continu, nous allons pouvoir progresser et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.